bonjour à toutes et à tous, et merci à André Delisle et au Château Ramsay pour l'invitation. Alors, la communication que je vous propose aujourd'hui porte sur Montréal, de l'après-conquête jusqu'au moment de l'entrée des troupes américaines. La ville capitule ainsi 2 fois en 15 ans, tout en demeurant intacte en l'absence de bombardements et de combats, contrairement à ce qu'a vécu la ville de Québec. Le 6 septembre 1760, plus de 17 000 soldats britanniques, peut-être même jusqu'à 20 000, venus de Québec et du lac Ontario par le Saint-Laurent, de même que du lac Champlain par le Richelieu, sont aux portes de Montréal. Depuis peu, le général Amherst et ses troupes n'ont plus à craindre des alliés autochtones des Français, puisque le 30 août, au village autochtone d'Oswegatchie, que l'on voit ici, il s'engage à rester neutre pour le reste de la guerre. Ses alliés sont les Haudenosaunee, les Iroquois de l'endroit, l'Akwesasne de Kanesatake, de Kanawake, les Abénaquis de Odanak-Walinak, les Algonquins de Trois-Rivières et les Wendat de Lorette. Le 6 septembre, l'armée de Français et de Canadiens ne comporte pas plus de 3 000 hommes à l'intérieur des fortifications de Montréal, petite ville que Bougainville qualifie de « bicoque dominée de toutes parts qui n'avait qu'une chemise et 10 ou 12 mauvais canons ». C'est d'ailleurs lui qui est chargé de porter au général Amherst les articles de la capitulation générale pour le Canada. La ville n'est donc pas en mesure de repousser les assaillants et aucun renfort n'est possible. C'est pourquoi, le 8 septembre, le gouverneur Vaudreuil et le général Amherst signent l'acte de capitulation de Montréal, qui est aussi celui de la Nouvelle-France. La ville connaîtra, à l'instar de toute la vallée du Saint-Laurent, le régime militaire qui prend fin en août 1764, suivi du régime civil avec ses 2 constitutions, la proclamation royale de 1763 et l'acte de Québec de 1774. Pour la suite de ma communication, je vais aborder certains aspects des 4 thèmes mentionnés sur cette diapo. Je m'intéresserai non seulement à la ville fortifiée, mais également à l'ensemble de l'île et ses paroisses. Durant le régime français, la vallée du Saint-Laurent est divisée en 3 gouvernements, Québec, Trois-Rivières et Montréal. Avec la conquête et son régime militaire, le territoire reste divisé de la même façon, avec son gouverneur particulier. Pour Montréal, Amherst nomme le général Thomas Gage le 22 septembre 1760. En fait, les 3 gouvernements sont pratiquement des colonies distinctes. Il faut ainsi un passeport pour passer de celui de Montréal à celui de Trois-Rivières, à Masquinongé, et aucune personne ne peut migrer de l'un à l'autre. Marcel Trudel affirme, et je cite, « 3 pays donc, délimités par des frontières que gardent des militaires. » Les Britanniques connaissaient déjà la configuration de la ville, puisqu'un plan est publié en janvier 1758 par Thomas Jeffreys, qui est le géographe du prince de Galles, le futur George III. Ce spy plan, ou plan espion, nous permet de constater que les rues Saint-Paul et Notre-Dame sont les voies majeures d'est en ouest sur ce territoire. C'est là que vivent les nobles, les marchands et les artisans les plus riches. On remarque aussi l'espace occupé par les congrégations religieuses. Comme le souligne Alan Stewart, ces ensembles, et je cite, représentent toujours plus du 5e de la superficie de la ville, renferment des grands jardins qui comprennent potagers et vergers, ainsi que des sections conçues pour favoriser le recueillement et la méditation. À l'intérieur de la ville fortifiée, on remarque la Pointe-à-Calière et les différents faubourgs qui sont en développement depuis quelques décennies et où vivent surtout les ouvriers. On peut ainsi voir le faubourg des Récollets ou Saint-Joseph à l'ouest de Montréal, qui est différent de l'ouest géographique. Le faubourg Saint-Laurent au nord, les premières maisons du faubourg Saint-Louis et le faubourg Québec ou Sainte-Marie à l'est. Dans les années qui suivent, ces changements importants auront lieu. Les changements importants auront lieu en raison des incendies de 1765 et 1768 qui vont remodeler la ville. Le 18 mai 1765, l'hôpital général des Sœurs Grises et 108 maisons sont détruites en 3 heures, tandis que celui du 11 avril 1768, à l'intérieur des fortifications dans la partie est, ravage 88 maisons et commerces, de même que le couvent de la congrégation de Notre-Dame. C'est près de la moitié de la ville qui est détruite en 3 ans, ce qui va mener à une densification. De nouvelles habitations apparaissent, comme celle de Pierre du Calvet, en 1770, coin Bonsecours et Saint-Paul, où elle est toujours, et qui reste d'inspiration française.
Depuis 1663, l'île de Montréal est une seigneurie dont le propriétaire est le séminaire Saint-Sulpice de Paris. Au début du régime britannique, outre la ville fortifiée et ses faubourgs, qui font partie de la paroisse Notre-Dame, on dénonce 9 autres paroisses. En partant du faubourg Québec vers l'est et en faisant le tour de l'île, nous avons les paroisses de la Longue-Pointe, Pointe-aux-Trembles, Rivière-des-Prairies, Sault-Récollet, Saint-Laurent, Sainte-Geneviève, Sainte-Anne-du-Bout-de-l'Île, Pointe-Claire et La Chine. Pour l'époque post-conquête, il existe une carte extraordinaire faite d'un assemblage de plans de la vallée du Saint-Laurent, réalisé en 1761 à la demande de James Murray, connu sous le nom de carte ou d'Atlas Murray, et dont il existe 7 versions manuscrites et qui sont différentes l'une de l'autre. La planche que l'on voit ici provient de l'Université du Michigan, comme la précédente diapositive. On en retrouve un exemplaire à Bibliothèque et Archives Canada. Les Britanniques cherchent à connaître leur nouvelle colonie, évidemment pour mieux la contrôler. L'article de Louise Dechêne, La croissance de Montréal au 18e siècle, paru en 1973 dans la RHAF, Revue d'histoire d'Amérique française, est encore aujourd'hui celui qui est utilisé pour évaluer la population montréalaise de cette époque. Pour 1754, elle estimait la population à environ 4000 habitants et pour 1781 à 5300 personnes. À sa suite, tous les historiens et historiennes ont aussi estimé la population de Montréal et ses faubourgs en 1760 à 4000. Pour la période de 1760-1775, on ne retrouve aucune autre évaluation de la population, mais parfois, d'autres types d'informations partielles existent. Par exemple, sur la carte de Murray, on retrouve le nombre de familles et le nombre d'hommes en mesure de prendre les armes. Pour Montréal et ses faubourgs, on compte ainsi 832 familles et 1069 hommes aptes à porter les armes. Il ne faut surtout pas oublier que les armes des habitants ont été remises aux nouvelles autorités et qu'elles sont étiquetées et entreposées à l'arsenal dans l'est de la ville fortifiée, près de la porte de Québec. À partir des données tirées de la carte de Murray, voici la compilation de l'île de Montréal. Pour l'ensemble de l'île, on recense ainsi 1751 familles et 2179 hommes aptes à prendre les armes. Pour les paroisses du tour de l'île, sauf Montréal et ses faubourgs, on a ainsi 919 familles et 1110 hommes qui peuvent être armés. Il y a donc 87 familles de plus qui vivent hors du centre, alors que le nombre d'hommes qui peuvent porter les armes est pratiquement équivalent. Le 20 mars 1762, dans son rapport concernant le gouvernement de Montréal, publié dans Documents relatifs à l'histoire constitutionnelle du Canada, de Short et Doughty, le général Gage mentionne, et je cite, la version française évidemment, « Vous trouverez s'y inclus un compte-rendu général, numéro 2, de l'état de ce gouvernement pendant l'année 1761, comprenant le nombre des habitants, des bestiaux, etc., la distribution de la population, le nombre d'encres en culture, la qualité des grains semés. » Malheureusement, comme l'a souligné Marcel Trudel, on n'a pas retrouvé l'énumération qui a été faite en 1761. En ce qui concerne les soldats britanniques, ils ne sont plus que 1800 dans le gouvernement de Montréal en 1762. Toutefois, il ne faut pas désespérer de trouver des données pour les débuts de la conquête, car en 2023, la maître généalogiste agréée José Tétrault a retrouvé, et le titre, l'état de l'imposition ordonné par M. le Général dans la ville de Montréal et banlieue du 30 novembre 1763, qui se trouve aux Archives nationales dans le fonds Conseil militaire de Saint-Sulpice. Ce sont près de 1000 noms que l'on retrouve dans ce document de 25 pages. Ce rôle d'imposition visait à payer des réparations aux fortifications. Merci au professeur Léon Robichaud pour m'avoir fait découvrir cette source extraordinaire. Parmi les personnes qui doivent payer le maximum, soit 30 livres, on retrouve le négociant Jacques Lemoine Despins et le militaire Luc Lacorne de Saint-Louis. À partir du régime civil en 1764 jusqu'en 1775, tout ce que l'on possède sur Montréal est fragmentaire. En octobre 1964, on retrouve une liste de 56 chefs de famille protestants de Montréal, dont les 9 juges de paix. Dans le groupe, on ne compte qu'un seul francophone, le Huguenot Jean Dumas Saint-Martin, un négociant arrivé sous le régime français avant 1756. Il est également le seul juge de paix francophone. En 1765, un recensement partiellement nominatif
a été effectué pour la province of Québec. Celui pour Montréal et ses faubourgs n'a jamais été trouvé. On possède des données nominatives que pour les paroisses suivantes: Longuepointe, La Chine, Saint-Laurent, Sainte-Geneviève, Pointe-Claire et Sainte-Anne. On ne possède que des données récapitulatives que pour Rivière-des-Prairies, Sault-Récollet et Pointe-aux-Trembles. Selon les données mentionnées par Yves Landry dans son article sur ce recensement qui a été publié en 1975 dans la Revue d'histoire de l'Amérique française, on aurait 4 385 habitants pour les 9 paroisses et les 3 plus populeuses sont à l'ouest avec Saint-Laurent, Sainte-Geneviève et Pointe-Claire. Toujours en 1765, on dispose d'un recensement des chefs de famille protestants qui sont 104 sur l'île de Montréal. Ce sont des soldats démobilisés, des personnes qui travaillent pour l'administration et des marchands. Une autre liste existe pour 1766. Enfin, pour l'Église d'Angleterre à Montréal, entre 1766 et 1775, on note un registre qui comprend 202 baptêmes, 116 mariages et 93 sépultures. Mais quelle est donc la situation économique durant cette période? Comme le souligne le grand historien Jean-Claude Robert dans son Atlas historique de Montréal de 1994, durant tout le siècle, le commerce des fourrures constitue d'ailleurs l'activité économique principale, de la même façon que les relations avec les Amérindiens représentent l'activité politique dominante. Montréal est une ville de marchands et une base de départ pour les expéditions vers l'ouest. La guerre de la conquête, suivie du régime militaire, ont mis à mal cette activité qui reprend surtout après le traité de 1763. Les marchands canadiens de Montréal voient arriver ainsi une nouvelle compétition qui accompagne les troupes britanniques. Cette concurrence concerne les fourrures, le marché de la population urbaine de Montréal et les fournitures aux armées. C'est dans cette dernière que les marchands canadiens sont totalement déclassés. Durant la période, pourtant, un bon nombre tire très bien leur épingle du jeu, comme l'a montré l'historien José Gartua dans un texte de 1974, de même que dans ses biographies de marchands du Dictionnaire biographique du Canada. Des marchands comme Jean Riant fait de bonnes affaires entre 1763 et 1774 à Michilimackinac, dont le fort sera pris par des alliés autochtones de Pontiac en 1763-64. Fait des bonnes affaires aussi à Green Bay et aux Illinois. En 1774, il crée une société avec Pierre Fortier. Ce dernier, comme le souligne Joan Burgess dans le Dictionnaire biographique du Canada, est, et je cite, à la fois marchand en détail et en gros, pourvoyeur et bailleur de fonds dans la traite des fourrures, prêteur et spéculateur, seigneur et le plus important propriétaire foncier montréalais de sa génération. Pensons également à Étienne Auger, installé à Montréal depuis au moins 1751 et qui se spécialisait dans l'import-export. Après la conquête, comme le commerce avec la France est devenu impossible, il fera comme d'autres marchands canadiens, comme Pierre Guy par exemple, en se redirigeant vers Londres pour faire des affaires avec les négociants huguenots Daniel et Antoine Vialard, de même qu'avec l'anglo-irlandais Isidore Lynch. Dans l'état d'imposition de 1763 mentionné précédemment, on retrouve tout de même plus de 150 marchands et négociants canadiens, de même qu'environ 25 marchandes et négociantes, toutes veuves. Comme le souligne l'historien professeur Robert Engelbert, dans une courte biographie de Gabriel Serré, qui est né à Montréal en 1734, et je cite, « Les historiens croient pourtant que dans le siège de la conquête, les Canadiens ont été largement écartés de la traite des fourrures. Au contraire, Serré consolide sa fortune et renforce son statut de marchand en exerçant son métier entre les vallées du Saint-Laurent et du Mississippi. C'est vraiment après l'indépendance américaine, durant la décennie 1780, que les marchands canadiens, comme le souligne Jean-Claude Robert dans son atlas, et je cite, sont déclassés et remplacés à la direction des affaires par des marchands originaires de Grande-Bretagne ou des anciennes colonies américaines, à la tête d'entreprises beaucoup plus considérables. En 1760, l'Église du Canada est en mauvaise posture. Son évêque, Monseigneur Pontbriand, qui avait suivi l'administration française à Montréal après la capitulation de Québec, meurt chez les Sulpiciens en juin. Lors de la capitulation de Montréal, Amherst accepte le libre exercice de la religion catholique pour la population, mais refuse qu'un évêque soit nommé par le roi de France. L'objectif ultime de la Grande-Bretagne est de faire des Canadiens des protestants au service de l'Angleterre. Viennent ensuite les différentes congrégations religieuses, les communautés de femmes, les hospitalières de l'Hôtel-Dieu,
la Congrégation de Notre-Dame et les Sœurs de Charité, les Sœurs Grises, seront conservées dans leur constitution et privilèges, selon l'article 32. Les services sociaux qu'elles donnent à la population montréalaise n'étant pas une menace pour le conquérant. Or, il en est autrement pour les communautés masculines, jésuites et récollets, de même que pour les prêtres de Saint-Sulpice. Amherst refuse de leur accorder les mêmes privilèges. En fait, pour le moment, ces religieux sont tolérés, mais ils ne peuvent plus recruter de nouveaux membres, surtout parce qu'ils viennent de France. Dès 1762, les jésuites sont expulsés de Kanawake, que le général Gage remet aux Mohawks, tout en gardant la propriété pour le roi de Grande-Bretagne. Les récollets et les jésuites vont s'éteindre graduellement jusqu'au début du 19e siècle. Le dossier des Sulpiciens est un peu plus délicat car ils sont propriétaires de l'île et les seigneurs. Comme l'indique Denis Vaugeois, il fut convenu que les Sulpiciens ne constituaient pas un ordre religieux, mais plutôt une compagnie de prêtres séculiers, mais qu'ils devaient couper les liens avec le séminaire Saint-Sulpice de Paris, à qui appartenait réellement l'île de Montréal. En plus, à l'époque, il n'existait aucun Sulpicien canadien au séminaire de Montréal. Le supérieur, Étienne Montgolfier, se rend à Paris pour négocier le séminaire avec la maison mère. Au premier abord, Paris semble opter pour la vente de la seigneurie. Comme le souligne John Dickinson, Montgolfier fait une nouvelle proposition. Le séminaire de Montréal verserait 15 000 livres de rente au séminaire de Paris en échange de la cession des biens en sa faveur. L'acte de cession du séminaire de Paris est signé en avril 1764. Il ne sera reconnu par les Britanniques qu'en 1775 et la question de la propriété de l'île ne sera réglée qu'en 1840, après les rébellions. Montgolfier est aussi en Europe pour faire valider sa nomination comme évêque du diocèse de Québec, qui couvre toute la vallée du Saint-Laurent. Le gouverneur Murray s'y oppose, Montgolfier se désiste et démissionne de son poste de grand vicaire de Montréal. Finalement, en 1766, ce sera le vicaire général de Québec, Jean-Olivier Briand, qui deviendra le premier évêque du régime anglais. Dans les années qui suivent, Montgolfier déplore le manque de prêtres et écrit à Briand qu'il s'affaiblisse de jour en jour. Pourtant, ce n'est qu'en 1773 qu'il accueille le premier sulpicien canadien, François Déséry, en raison d'une certaine méfiance de ses prêtres français face aux prêtres canadiens. Pour parler de gouvernance de la ville et de l'île, il faut surtout s'en remettre à l'historien Donald Fison, qui a produit un livre et un article, tous deux majeurs sur cette époque. Commençons par le régime militaire, qui débute en septembre 1760 et qui se termine le 10 août 1764. On a aussi une administration directe du général Gage, remplacé par Ralph Burton en octobre 63, et de ses officiers appuyés par les capitaines de milice canadiens regroupés dans une chambre de milice. Vient ensuite le régime civil en 1764, après la proclamation de Québec. La gestion appartient maintenant aux juges de paix, tous protestants, un seul francophone, comme je l'ai mentionné, Dumas-Saint-Martin, et en 1766, Pierre du Calvet. Ces juges de paix s'intéressent à la réglementation municipale, la justice, le maintien de l'ordre et le commerce de détail. Comme officier sous le contrôle des juges de paix, on a le greffier de la paix et des baillis pour la police, un nom qui est mieux connu des Canadiens que constable. Ces derniers ne vont exister que jusqu'en 1777, alors que la milice avait cessé d'exister. On met en place une première série de règlements municipaux en 1766. L'Acte de Québec en 1774, qui permet aux catholiques d'investir la fonction publique. Ces derniers peuvent être nommés juges de paix, et en 1776, les Canadiens représentent 58% des juges de paix du district de Montréal. En raison de l'agitation américaine, on recrée la milice en 1775 et les capitaines prennent le relais des baillis qui disparaissent des paroisses en 1777. Pour conclure, rapprochons-nous plus près de l'événement qui nous réunit aujourd'hui. Avant la capitulation du 12 novembre, une première tentative de prise de Montréal a lieu à la fin septembre 1775. À sa tête, on retrouve le Vermontois Ethan Allen. Pendant que Montgomery assiège le fort Saint-Jean, Allen, accompagné d'une centaine d'hommes, traverse de Longueuil à Longue-Pointe, dans l'Est. Rapidement, le gouverneur Carleton envoie une troupe qui se compose d'une centaine de volontaires canadiens, des soldats et des volontaires britanniques, et la bataille a lieu. Allen et une trentaine d'hommes sont faits prisonniers. Il semble que Allen a été arrêté dans la maison de Pierre-Joseph Picard, rue Notre-Dame. Déplacée en 1970 sur l'actuelle promenade Belle-Rive, cette maison est maintenant connue sous le nom d'Allen Picard, abrite une garderie depuis le milieu des années 1980. Le terrain autour de la maison est devenu le parc de la capture d'Ethan Allen en 2008. Le 11 septembre, le gouverneur Carleton quitte Montréal, comme l'a mentionné André tout à l'heure.
qui n'a pas plus de 1000 hommes pour affronter 2000 Américains et 200 Canadiens. Encore là, la décision est facile à prendre. La ville se rend et les troupes révolutionnaires font leur entrée par la porte des Récollets le 13 novembre. C'est le début de l'occupation de Montréal. Montréal est maintenant ville américaine. Merci.